Bienvenue à l'Institut européen de médecine naturelle. Sur notre plateforme e-learning, nous avons le plaisir de vous proposer le cours de mycothérapie. Cette formation vous sera donnée par le docteur Violette Orban de Xivry. La première partie de ce cours sera consacrée à l'introduction et aux bases de la mycologie. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis le docteur Violette Orban de Xivry. Je travaille au centre Ozone 2000, qui est un centre de médecine intégrative. Et j'ai été invitée par l'IEMN à vous transmettre ce cours de mycothérapie. Donc on va commencer d'emblée sur l'introduction et les bases de la mycologie. Un peu d'histoire de culture. Il faut savoir qu'au départ, les champignons sont les premiers organismes à être apparus sur la Terre, il y a plus ou moins 1,3 milliard d'années. Les plantes ont suivi, mais bien après, des centaines de millions d'années après. En fait, les champignons, grâce à leur mycélium, produisent des acides oxaliques et d'autres acides et des enzymes. Tout ça va attaquer la roche, va permettre de capturer le calcium et d'autres minéraux et former les oxalates de calcium. Ça va faire s'effriter les rochers et c'est la première étape dans la production des sols. Paul Stamets, que vous voyez donc sur la dia, est un mycologue et écrivain américain très connu dans le milieu de la mycologie. On a sur l'image un moulage naturel de la majeure partie d'un champignon qui s'appelle Prototaxites onegeri. La première utilisation des champignons s'est faite pour leurs propriétés hallucinogènes. On a ici sur la dia une représentation la plus ancienne connue à ce jour qu'on a retrouvée en Algérie sur le site de Tassili El Nadjer dans un abri de Tintazarif. Ça date de 7000 à 9000 ans avant Jésus-Christ. On a aussi retrouvé des effigies de champignons. Ici sur la photo, ça vient de sites mayas. Donc on a une tige ornée d'une tête humaine ou animale surmontée d'une couronne en forme d'ombrelle. Plusieurs dieux pouvaient leur être assimilés. Le dieu, alors imprononçable, Pilzintecuhtli, qui est un dieu mexicain des plantes hallucinogènes, dont les champignons divins. Le dieu aztèque Xochipilli, qui est le dieu du rêve fleuri. Des champignons hallucinogènes ont également été distribués au fait du couronnement de Moctezuma II en 1502. La mycothérapie. Donc la mycothérapie, c'est la science qui étudie l'utilisation des champignons et de ses dérivés à des fins thérapeutiques. Ce terme-là est assez récent, officiellement, mais pourtant dans la pratique, c'était déjà utilisé par les anciens peuples d'Europe. On voit notamment des restes de l'Homo sapiens otzi que vous voyez sur l'image. Ça a été découvert en 1991 dans les Alpes italiennes. Cet homme des glaces d'il y a 5300 ans, qui a été mort à 46 ans, il portait en fait avec lui des morceaux d'un champignon qui s'appelle Piptoporus betulinus ou polypore de bouleau. Un champignon qui a en fait des propriétés thérapeutiques très vastes. Et on a aussi retrouvé le champignon Fomes fomentarius ou amadouvier. Petite parenthèse, on appelle aussi le polypore allume-feu parce que dans l'histoire, il a été énormément utilisé, entre autres, pour allumer le feu. L'autopsie d'Otzi a permis en fait de mettre en évidence qu'il était infesté par un parasite intestinal qui s'appelle Trichuris trichuria. Et on le verra bien après, mais les champignons médicinaux, ils ont entre autres comme action un intérêt antiparasitaire. On voyage un petit peu en Chine. La Chine, évidemment, ça a été le berceau de l'utilisation des champignons à des fins thérapeutiques. Et déjà, environ 200 ans avant Jésus-Christ, on a des descriptions de champignons, notamment avec le premier traité de phytothérapie qui s'appelle Pen Tsao King. Et on avait déjà, dans cet ouvrage, des champignons qui étaient répertoriés, systématisés, classés, par exemple notamment le reishi qu'on va voir en détail par après. Mais c'est vraiment dans le traité de matière médicale qui s'appelle Pen Tsao Kang Mu ou Benkao Gang Mu, qui a été rédigé en fait à la fin du XVIe siècle par Li Shizhen sous la dynastie des Ming. C'est vraiment dans ce traité qu'on retrouve des usages et des propriétés thérapeutiques de près de 270 espèces de champignons utilisés aujourd'hui dans la pharmacopée de la médecine traditionnelle chinoise. Donc avec tous ces exemples, vous voyez que finalement l'être humain spontanément a été vers les champignons pour des usages hallucinogènes spirituels, pour des usages thérapeutiques aussi, et dans différentes cultures, différentes zones géographiques du monde. La pharmacie galénique, donc ça c'est défini par Galien de Pergame au 2e et 3e siècle après Jésus-Christ que vous voyez sur la photo.
incluait déjà des poudres et des extraits de plantes et de champignons pour traiter diverses pathologies. Mais pendant très longtemps, en fait, ces connaissances n'ont pas été prises en compte, et notamment à cause de la mauvaise réputation de certains champignons. D'une part, parce qu'il y a des champignons qui ont été à la base de fléaux, notamment au niveau de la pomme de terre, de la tomate, des vignes, etc., le mildiou, et qui avaient du coup causé des gros problèmes au sein de la population européenne. Et d'autre part aussi à cause de la diabolisation dans certains secteurs du savoir médiéval, qui associaient ça aux sorcières et aux rituels hérétiques. Monsieur Linné, ou Carl Linnaeus, qui était également connu après son anoblissement sous le nom de Carl von Linné, ce monsieur-là est connu comme le père de la taxonomie moderne. C'est un biologiste, un zoologiste, un taxonomiste et un médecin suédois. Il fait référence en 1750 à l'utilisation de l'oreille de Judas, ou son nom latin Auricularia auricula, comme anti-inflammatoire. Et puis on a le docteur Dufresnoy, qui lui a utilisé la poudre de lactaire délicieux ou poivré, nom latin Lactarius deliciosus ou Lactarius piperatus, pour des préparations assez compliquées qui avaient pour but de combattre la tuberculose. Mais c'est probablement en fait avec la découverte de la pénicilline par Alexander Fleming. Et donc la pénicilline, tout le monde le sait, mais je le précise, c'est un antibiotique qui a été en fait fabriqué à partir du champignon Penicillium. Cette découverte qui a été faite en 1928 va permettre vraiment de rapprocher la médecine occidentale du monde des champignons. Et puis d'autres antibiotiques sont également en fait issus des moisissures, telles que les céphalosporines, qui ont été extraites par un monsieur qui s'appelle Giuseppe Brozzu, qui travaillait sur les eaux d'égout dans sa ville Cagliari en Sardaigne. Et ces céphalosporines proviennent du champignon Cephalosporium acremonium. Il a aussi décrit un antagonisme entre la bactérie Salmonella typhi, qui est responsable donc de la fièvre typhoïde, et Cephalosporium acremonium. On voit sur l'image une colonie de ce champignon-là. Un autre médicament qui s'appelle la cyclosporine, qui a une action immunosuppressive, on va la donner dans des situations de greffe pour éviter le rejet de la transplantation d'organes, a été aussi découverte grâce en fait à un champignon qui s'appelle Tolipocladium inflatum. C'est Jean-François Borel qui a découvert en 1972 les propriétés immunosuppressives de cette molécule. Mais il a quand même fallu attendre quelques années, donc on arrive en 1978 pour que la première administration chez l'homme ait lieu. Et c'est en 1983 que l'on a mis la cyclosporine sur le marché par le laboratoire Sandoz qui est aujourd'hui Novartis. On continue sur les médicaments avec une autre gamme. Les statines, a priori, vous connaissez, mais ce sont des médicaments qu'on donne très souvent en médecine conventionnelle pour le problème de cholestérol. En fait, la première statine a été découverte en 1973 par deux Japonais, Akira Endo et Masao Kuroda, qui étaient absolument passionnés d'Alexander Fleming et par les champignons, et qui ont fait des travaux aussi sur les moisissures. Et en réalisant toutes leurs expériences, ils ont découvert qu'en fait certains champignons luttaient contre les bactéries en bloquant leur synthèse de cholestérol par l'inhibition de la HMG-CoA réductase. Cette première statine, on va le voir, s'appelait Mevastatine. Elle a été commercialisée en 1976, mais ça n'a pas duré très longtemps parce qu'elle a donné d'énormes effets secondaires, dont des rhabdomyolyses. Rhabdomyolyse, c'est la destruction de tissus musculaires squelettiques, qui peut être très grave. Et puis 10 ans plus tard, la Lovastatine arrive sur le marché en 1987, et celle-ci, elle était extraite du champignon Aspergillus terreus, que l'on voit aussi sur l'image. En 1989, on a un dérivé hémisynthétique de la lovastatine qui est produite par le laboratoire Merck et il s'agit de la simvastatine. Et puis après, d'autres statines semi-synthétiques et synthétiques voient le jour progressivement. On a la pravastatine, la fluvastatine, la torvastatine, la rosuvastatine sur le même mécanisme de fond au final par rapport à cette HMG-CoA au niveau du foie. Bienvenue maintenant dans le royaume des mycètes et je vais vous présenter quand même quelques notions de base en mycologie. Donc on a 7 règnes répertoriés dans le monde du vivant. On a les archées, les bactéries, les protistes, dont les protozoaires, les chromistes. On a les végétaux, on a les mycètes et les animaux. Donc j'insiste, les champignons sont vraiment dans un règne à part des autres règnes. Les mycètes ou fungi sont des eucaryotes multicellulaires pour la plupart.
mais unicellulaires pour certains, hétérotrophes et osmotrophes. On verra cela plus en détail par la suite. Donc on voit ici, les détails, vous ne devez évidemment pas tout éplucher, mais c'est pour vous montrer que dans l'histoire, ça a forcément évolué en complexité, en distinction entre les différents règnes, etc., les empires, progressivement. Donc maintenant, on en est à 2 empires, les prokaryotes et eucaryotes. La différence est s'il y a un noyau ou non. Donc les eucaryotes, il y a un noyau. Et les 7 règnes que je viens de citer juste avant. Et vous trouvez donc les fungi à part des autres règnes. Les fungi ont été un règne distingué des autres à partir de 1969. Donc c'est l'un des 7 règnes des êtres vivants comme je viens de vous le dire. Il y a plus de 100 000 espèces d'organismes répertoriés et on retrouve à travers le monde entre 2,2 et 3,8 millions d'espèces de champignons. Donc, je le rappelle, les champignons sont des êtres vivants, multicellulaires, eucaryotes, multicellulaires pour la plupart donc. Ils absorbent les nutriments d'autres organismes et agissent comme des décomposeurs. Les plus courants sont les moisissures, les levures et les champignons. On va voir plus en détail ces 3 catégories-là. Une moisissure, c'est un champignon qui est microscopique. Il pousse en formant des filaments multicellulaires ou unicellulaires. Certaines moisissures ne sont pas des champignons et ne vont pas appartenir au règne des fungi. C'est le cas par exemple des zoomycètes qui appartiennent au règne des chromista. On a sur l'image ici Penicillium sp qui est observé au microscope, qui est donc une des formes de moisissure qu'on peut retrouver. Une levure, c'est un micro-organisme eucaryote unicellulaire et la plupart des levures vont appartenir à la division des ascomycètes. Mais quelques-unes appartiennent plutôt à la division des champignons supérieurs, les basidiomycètes, tandis que d'autres ne peuvent être apparentés à aucun groupe en raison de leur forme imparfaite. La levure, c'est un champignon qui est apte à provoquer la fermentation de matière organique, qu'elle soit animale ou végétale. Ces micro-organismes, de forme variable, généralement ovale, se reproduisent en fait par bourgeonnement ou par scissiparité. La scissiparité, c'est un peu comme la division cellulaire, ça va se diviser en 2 et puis progressivement de plus en plus, en 4, etc. On peut citer par exemple la Saccharomyces cerevisiae qu'on retrouve assez bien sur le marché ou Candida albicans qu'on connaît bien dans le problème de candidose intestinale, mais en fait à l'état de levure, ça profite dans notre corps humain. Et enfin le champignon. Petite parenthèse avant de poursuivre, c'est que moisissures et levures appartiennent à ce qu'on appelle les micromycètes et les champignons sont des macromycètes. Et la différence, c'est que pour le champignon, on voit le fruit à l'œil nu, le fruit ou sporophore. Donc le champignon peut vivre dans de nombreux écosystèmes, que ce soit dans l'air, dans la terre, dans l'eau, à l'intérieur des plantes, à l'intérieur des animaux, comme le Candida albicans, et animaux donc ou êtres humains. Certains vont être microscopiques et d'autres vont mesurer des milliers de mètres. Le plus grand organisme répertorié dans le monde est le mycélium du Narmillaria ossoiae, qui occupe 890 hectares du sol d'une forêt de l'Oregon. On a évidemment un tout petit aperçu sur la photo. Actuellement, puisque ça peut toujours évoluer dans le futur, le règne des champignons est composé de champignons imparfaits, les deutéromycètes, les familles de zygomycètes, ascomycètes et basidiomycètes. À la différence des plantes, les champignons n'ont pas de chlorophylle, donc ils ne sont pas capables d'obtenir des nutriments par photosynthèse. Par contre, ils ont recours à d'autres méthodes comme la décomposition de matière organique. Et donc les membres du règne des champignons jouent en fait un rôle écologique qui est absolument fondamental pour la vie sur Terre, puisqu'ils vont renforcer la formation de sols fertiles. Donc, en résumé, les organismes du règne des champignons possèdent des caractéristiques tant du règne animal que du règne végétal. C'est vraiment un règne à part entière. Ils sont eucaryotes, donc je rappelle, ça veut dire qu'ils ont un noyau. Ils possèdent de la chitine. La chitine, on la retrouve aussi par exemple dans la carapace des crustacés. Et petite parenthèse, ça explique aussi qu'au niveau alimentaire, il vaut mieux cuire les champignons. Les champignons de Paris, ça passe encore au niveau cru, mais sinon globalement c'est assez indigeste si ce n'est pas cuit, entre autres à cause de cette chitine. Et ils sont hétérotrophes, donc hétérotrophes parce qu'ils ne peuvent pas s'auto-nourrir, sinon ils seraient autotrophes, donc ils vont
trouver les nutriments et la matière organique par l'extérieur en décomposant des éléments notamment. Il y a vraiment donc une importance environnementale sur laquelle j'ai envie d'un petit peu insister, même si le but du cours, ça va être avant tout évidemment pour l'utilisation thérapeutique, mais il y a un intérêt écologique majeur aussi avec les champignons. Ce sont des véritables éponges, ils absorbent les moindres polluants de leur substrat. Donc on peut y retrouver dans les champignons des concentrations très élevées en métaux lourds, en pesticides, en engrais, en hydrocarbures, par rapport à la radioactivité également. Donc petite parenthèse, importance majeure sur notre planète Terre, mais évidemment aussi, on le verra bien après, dans les critères de qualité des compléments alimentaires de mycothérapie que vous allez recommander à vos futurs patients. C'est donc très important qu'on ait un lieu et un environnement de culture du champignon absolument exempt de toute pollution. Le substrat aussi doit être vraiment maîtrisé, parce que sinon on pourrait retrouver dans le produit final des substances indésirables et ou une teneur en actifs insuffisante. Donc on a vraiment deux critères différents mais qui sont très importants tous les deux, l'absence de pollution au sens large et une concentration en principe actif évidemment significative pour avoir une puissance d'action. On verra par après plus de détails par rapport à tout ça. Ici, il y a une expérience très intéressante qui a été menée en 2005 par Paul Stamets, que je vous ai présenté en tout début de cours, et par le laboratoire Battelle dans l'État de Washington aux États-Unis. Ils ont effectué une expérience avec 4 tas différents pour tester la saturation en diesel et autres déchets pétroliers. Donc un premier tas contrôle, un deuxième tas qui était traité avec des enzymes, un troisième tas qui était traité avec des bactéries et le quatrième traité avec des champignons avec du mycélium. 6 semaines plus tard, les 3 premiers tas étaient noirs, puants et morts, alors que celui qui était inoculé avec du mycélium, donc le quatrième, était couvert de pleurotes. Donc on a ici sur la photo du pétrole absorbé par un mycélium de champignons. Les enzymes du mycélium avaient recombiné les hydrocarbures en hydrates de carbone, qui sont en fait des sucres fongiques. Et ça a permis au mycélium de faire des sporophores. Donc je rappelle, les sporophores, c'est le fruit, c'est ce qu'on voit vraiment, ce qu'on appelle le champignon en tant que tel, sauf que le mycélium fait partie du champignon. Le plus intéressant, c'est que les pleurotes qui étaient présentes sur ce tas expérimental ont produit des spores qui ont attiré des insectes. Ces insectes ont pondu des œufs qui se sont transformés en larves et qui ont attiré à leur tour des oiseaux. Donc on voit sur l'image tout un tas de pleurotes qui produisent donc ce que je viens d'expliquer sur les sols contaminés par du pétrole. En quelques semaines, ce tas a encore évolué, il est devenu une oasis de vie. Donc les hydrocarbures aromatiques qui étaient présents au départ sont passés de 10 000 ppm à moins de 200 ppm. ppm signifiant partie par million. Donc c'est une unité de mesure pour pouvoir évaluer la concentration en métaux lourds, en hydrocarbures, etc. Donc on a une toxicité du sol qui a été réduite en 16 semaines seulement à moins de 200 ppm. Ça a permis aux plantes, aux vers et à d'autres espèces de s'installer. Et les autres tas témoins, eux, ils sont restés toxiques pour les plantes et pour les vers. Donc avouez que c'est assez passionnant et fabuleux de constater qu'avec bêtement, entre guillemets, du mycélium, on peut dépolluer les sols de façon très significative et on sait à quel point c'est quand même un énorme problème d'actualité et que ça permet d'amener la vie et donc d'être vraiment dans une synergie, dans une intégration globale. Et je fais une petite parenthèse, moi j'aime bien parler de mycothérapie intégrative, de médecine intégrative et pas alternative. C'est l'idée d'être, on est plus fort ensemble, c'est du win-win aussi. Alors, d'un point de vue donc, nutritionnel, je l'ai déjà dit, les champignons sont hétérotrophes, vu qu'ils n'ont pas de chlorophylle et ne peuvent pas faire de photosynthèse, ils dépendent donc de l'extérieur, de quelque chose, on va le voir, pour se nourrir. Ils n'ingèrent pas leurs aliments, ils absorbent les aliments. Et selon leur mode de vie, les champignons peuvent être des symbiotes, des parasites ou des saprobiontes. On va voir les définitions ensemble de ces 3 catégories. D'abord, symbiote. Symbiote, ça veut dire qu'ils s'associent à d'autres êtres pour en tirer un bénéfice mutuel. Donc c'est la symbiose, comme on connaît, comme une maman et son enfant dans son ventre, etc.
Par exemple ici, 95% des plantes mycorhizent avec des champignons. La mycorhisation, c'est quoi? C'est donc l'association champignons et racines de plantes. Ça va permettre en fait de protéger les plantes des maladies, d'augmenter la résistance aux champignons pathogènes notamment, et ça permet d'augmenter leur espérance de vie. Mais en plus, évidemment, ça permet d'apporter des minéraux qui vont extraire du sol. Les plantes, elles, vont donner aux champignons une partie de leur sucre et d'autres composés organiques énergétiques que les champignons ne sont pas capables de synthétiser tout seuls. Donc, ils se nourrissent mutuellement et les champignons confèrent une protection plus importante aux plantes. On a ici un exemple des filaments mycéliens d'amanites qui s'agglomèrent autour d'un réseau de radicelles. La deuxième façon de se nourrir, c'est la façon parasitaire. Donc là, les champignons vont se nourrir en parasitant d'autres êtres vivants, que ce soit des végétaux ou des animaux. Si ce sont des végétaux, on va parler de champignons phytopathogènes. Si ce sont plutôt des animaux, des insectes, on va parler de champignons entomopathogènes. Ces champignons vont participer en fait activement à la limitation des productions d'insectes. Et sur l'image, on a un champignon qui s'appelle le cordyceps, qu'on verra plus en détail plus tard, et qui commence son développement sur le corps d'un insecte. Le troisième fonctionnement, c'est ce qu'on appelle saprobionte, qui vient du grec ancien. Saprios signifie putride et bion signifie vivre. L'étymologie précise que le terme saprophyte est limité au végétal, parce que phyte, ça vient du grec ancien phyton, qui signifie végétal. Donc, pour les champignons, on ne va pas dire saprophyte, on va dire saprobionte. Mais fondamentalement, c'est le même mécanisme. Les saprobiontes vont se nourrir des substances organiques mortes ou en décomposition, qu'elles vont transformer en matière minérale. Et ça va donc aussi participer à la formation du humus, qui est l'ensemble des matières organiques qui se trouvent dans la couche supérieure du sol. Donc là, je reviens encore sur un intérêt écologique. Et donc, ça veut dire que les champignons permettent la dépollution des sols, ils augmentent la résistance aux pathogènes des plantes, ils augmentent aussi la nutrition des plantes finalement, donc les plantes vont être plus fortes, vont vivre plus longtemps, et on apprend ici que les champignons favorisent la fertilisation des sols, favorisent la production du humus. Donc il y a vraiment un intérêt majeur à envisager les champignons aussi sous cet angle-là, écologique. Encore une fois, ce n'est pas le sujet du cours, mais je voulais que vous en ayez un peu plus conscience. Alors, le corps des champignons est composé d'un ensemble de structures tubulaires qu'on appelle des hyphes. Je fais une petite parenthèse, mais donc il y a quelques laboratoires qui vendent des champignons médicinaux, pour l'Europe en tout cas. Un des laboratoires s'appelle Hyphas datera et le nom a été tiré de là. Ça s'appelle les hyphes de la terre. Hyphas datera en espagnol parce qu'ils sont en Espagne. Et donc ces structures, les hyphes, contiennent le cytoplasme des champignons et ils vont permettre qu'ils se déplacent librement dans tout l'organisme. L'ensemble de ces hyphes forme ce qu'on appelle le mycélium. Il est généralement caché dans le sol. Mais tous les champignons ne forment pas des hyphes comme les myxomycètes. Donc évidemment, il y a plein de nuances. Comme vous avez vu tout à l'heure, il y a énormément d'espèces de champignons différentes. Donc je vous fais des résumés et des généralités pour l'ensemble des champignons. Une partie de ces hyphes se met dans le substrat et va former le mycélium végétatif. Par contre, ceux qui ressortent à l'extérieur vont constituer ce qu'on appelle le mycélium aérien, qui peut présenter un aspect cotonneux ou dufteux. La partie visible du champignon, c'est ce qu'on appelle usuellement le champignon. Mais en fait, c'est qu'une partie. Ça constitue l'organe reproducteur. Il convient de souligner quand même que seuls les basidiomycètes produisent des champignons à chapeau, tandis que les ascomycètes, eux, produisent des champignons de type truffe. Important. Les champignons, ils n'ont pas la faculté de se déplacer dans le milieu sur lequel ils se développent. Alors, ils font comment ? Eh bien, ils compensent leur manque de mobilité par leur capacité à faire pousser leurs filaments ou hyphes de façon extrêmement rapide et dans n'importe quel sens. Il faut savoir qu'un mycélium, ça peut pousser jusqu'à 1 cm par heure. Alors qu'un champignon, donc comme on appelle vulgairement le champignon, mais qui est juste la partie visible, ça peut pousser très 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 lentement. Certains champignons poussent en 2 ans. Par contre, il y a une concentration en principe actif qui est beaucoup plus importante dans cette partie visible que dans le mycélium. Cette notion
de vitesse de développement et de concentration en principe actif, elle est importante à retenir. Parce qu'il y a des laboratoires qui vendent des champignons médicinaux, qui vont, par souci de rentabilité, partir plutôt sur les mycéliums, vu que ça va vite. Mais du coup, c'est moins concentré. Et donc, il y a d'autres laboratoires qui sont plus rigoureux, qui vont autant que possible, hein, c'est pas possible avec tous les champignons, attention, mais globalement, qui vont partir des sporophores. Donc, je rappelle, sporophore, c'est le fruit, c'est ce qu'on voit du champignon, c'est ce qu'on appelle le champignon en tant que tel. Mais si on veut être rigoureux, le mycélium fait partie du champignon. Donc, je redistingue mycélium et sporophore. Le mycélium se produit très très rapidement, mais forcément, il est moins concentré que le sporophore, qui est très concentré en principe actif et donc beaucoup plus puissant dans son action thérapeutique. Et ça, donc, c'est une notion importante pour votre pratique future, à bien retenir. Pour votre bonne information, voici un schéma en fait des cellules hyphales. Je rappelle, les cellules hyphales composent les hyphes et l'ensemble des hyphes compose le mycélium. Enfin, pour terminer, les myxomycètes. Donc, myxomycète, c'est un eucaryote unicellulaire qui se caractérise par la formation d'un plasmode. Myxo, ça signifie gélatineux ou gluant, et ça fait référence en fait à la texture du plasmode. Le plasmode, ça correspond à une seule cellule non segmentée dans laquelle on retrouve de nombreux noyaux. Ce plasmode, il peut se déplacer de quelques centimètres par heure, donc c'est très rapide, en émettant des mouvements convulsifs. Et c'est possible parce qu'en fait, ils ne possèdent pas de parois rigides. Les myxomycètes ont longtemps été classés avec les champignons fungi parce que leur cycle de vie comprend une étape de sporulation. Et donc les plus étudiés sont le Fuligo septica que vous trouvez sur les images et le Physarum polycephalum qui est plus couramment appelé blob. Ceci pour boucler l'introduction et les bases de mycologie. Ainsi s'achève la première partie du cours consacrée à l'introduction et aux bases de la mycologie. Nous vous donnons bien entendu rendez-vous pour la deuxième partie qui sera quant à elle consacrée aux principales biomolécules des champignons thérapeutiques. À tout bientôt!